Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 8. La Guilde. Les créatures de la nuit. C'est ainsi qu'on nomme la grande variété de monstres détestés par Arda, et qui, par conséquent, doivent fuir sa lumière. Elle représente dans certains cas un danger de mort. La plus connue est la grande famille des non-vivants, dont le représentant le plus commun est le mort-vivant, ou aussi parfois appelé drogueur, dans le Galanor septentrional. Il existe en vérité pas loin de 50 variétés de non-vivants, et chacune d'entre elles représente un danger mortel pour quiconque aurait la malchance d'en faire la rencontre. Comme toutes les créatures magiques, l'acier ne les détruit pas, et seul l'argent ou le feu peut en venir à bout. Jordan Gartide, 8323, Deuxième âge. Livre des mutations, tome 1, Bibliothèque de la Guilde. Observe, Béjoun, me dit-elle, depuis un surplomb. Je montai à mon tour un dénivelé, et l'essoufflement me gagna. J'attrapai une branche et me hissai à ses côtés. La vallée s'étendait devant mes yeux, traversée d'une gigantesque muraille de pierre noire. Il me semblait l'avoir déjà vue quelque part, et en fouillant mon esprit, je réalisai qu'elle était en tout point similaire aux ruines des anciens, tout près du village des esclavagistes. Cependant, celle-ci paraissait en bien meilleur état. De la fumée montait depuis le pied de l'éminence, signe d'une activité humaine. Ce que tu as sous les yeux s'appelle une guilde. Kayla me guida sur ce qu'elle nommait le passage des chèvres, un chemin étroit menant à la muraille. Ce nom lui avait été donné car c'étaient les chèvres sauvages et leur passage répété qui l'entretenaient. Après quelques instants, nous arrivâmes sur l'édifice. J'avais l'impression de marcher sur un grand pont aux dimensions tout à fait extravagantes. Les gigantesques pierres taillées étaient d'un noir abyssal et semblaient même absorber la lumière. Une structure avait été taillée à même les versants de la montagne. Tout cela était déjà là quand les premiers spadassins ont fondé cette guilde, annonça-t-elle. Elle semblait avoir lu les interrogations dans mon esprit, mais en y répondant ainsi, elle n'avait fait qu'en soulever davantage. Dal m'avait parfois parlé des héros humains, de l'esclavage par les Altes, mais surtout d'Issar, le prophète. Cependant, il avait dédaigné la partie la plus ancienne de notre histoire, et je ne savais presque rien des anciens. Mes souvenirs de l'époque de mon apprentissage étaient devenus, pour le moins, erratiques. « Maître, vous voilà de retour et accompagné !» cria un homme sur les remparts. « Oui. Ce fut un long voyage, mais j'ai trouvé un apprenti, Garmer. » Le visage de l'homme s'illumina de bonheur. « Je pensais que ce jour ne viendrait jamais. » J'observai l'expression du maître, mais elle demeura mystérieuse et stoïque. Quand mes yeux passèrent sur l'homme plus haut, il me dévisageait déjà. Ses traits étaient grossiers, sa peau était cramoisie et sa stature était celle d'un ours. Une épaisse barbe cachait sa mâchoire robuste et contrastait avec son crâne parfaitement nu. Un bruit de frottement métallique résonna dans la porte, qui s'ouvrit lourdement devant nous. Nous entrâmes alors derrière les murs, et une multitude d'hommes et de femmes vaquaient à leurs occupations. « Il a l'œil vif, et n'a pas l'air tendre celui-là, maître !» s'exclama un homme. Il portait fièrement la tête d'une créature reptilienne sur son épaule. Les écailles du monstre scintillaient, telles des rubis, sous les rayons du soleil. L'endroit était effervescent et respirait un air d'aventure auquel se mêlait un exotisme surprenant. Chacun des hommes m'observait avec circonspection. « Ne tarde pas !» m'ordonna Kayla d'un ton sec. J'étais partagé entre la gêne profonde d'être ainsi observé par tous ces inconnus et l'émerveillement que l'endroit me suscitait. Kayla approcha un groupe d'individus, et ils la saluèrent tous d'un geste respectueux de la tête.
L'entraînement a déjà commencé, maître, dit une femme au visage fort harmonieux. Béjaune, tu vas y participer, annonça Kayla en se tournant vers moi, le visage fendu d'un rictus. J'acquiesçai et sentais la pression sur moi s'accentuer. Son visage se figea et elle reprit. Ta réponse ? Oui, maître, m'exclamai-je maladroitement. Parfait, conclut-elle avant de tourner les talons, accompagnée de 2 hommes. Je l'observai disparaître dans les écuries et me sentis alors livré à moi-même. Ce moment m'avait renvoyé à l'époque où je m'étais tenu dans la cour de Vélengard, perdu et sans but. Le voyage m'avait usé, et voilà que j'allais participer à un entraînement. Par chance, les années d'esclavage m'avaient appris à ignorer la fatigue. Travailler avec un corps usé était mon quotidien. Eh bien, suis-moi, Béjaune, dit la jeune femme avec fermeté par-dessus son épaule. Je lui emboîtai le pas et elle se mit à marcher avec hâte, si vite qu'il me fallut presque courir derrière elle. « Comment te nommes-tu » reprit-elle. « Maeve, maître, » répondis-je. « Ne m'appelle pas ainsi, il n'y a qu'un maître, » dit-elle en s'arrêtant. Son visage s'était desséché. Je restai silencieux et gardai mes distances, dans l'attente d'un coup de pied. Elle m'observa quelques instants en silence, puis elle poursuivit. « Appelle-moi Eileen. » Je hochai la tête en guise de réponse. Elle observa mes yeux pendant un instant, puis se remit en mouvement. Tout était agité autour de moi. Le bruit familier des forges résonnait dans l'air, et l'odeur des chevaux se joignait à celle de la sueur. Je passai devant une rangée de guerriers tenant un homme en joue de leurs arbalètes. Un claquement surnaturel retentit au moment où les traits se mirent à pleuvoir. Les carreaux avaient rebondi, comme par magie, sur le torse nu du spadassin. La jeune femme m'ordonna de presser le pas, et nous poursuivîmes notre route. Eileen me guida dans des degrés, taillés à même l'escarpement de la montagne. L'ascension fut extrêmement éprouvante, tant physiquement qu'émotionnellement. La bouche sèche et la respiration saccadée, j'avançais à 4 pattes sur les escaliers. J'observais par-dessus mon épaule et la guilde ressemblait maintenant à une fourmilière. Des gouttes de sueur perlaient le long de mon visage, tandis que le vent me fouettait impitoyablement la peau. Il me fallut au moins 3 heures pour atteindre enfin le sommet de l'éminence. Un homme se tenait sur le rebord de la falaise et m'observa, tandis que je gravis les toutes dernières marches. « Balion, c'est un nouveau Béjaune, apporté par le maître, » annonça Eileen, à l'adresse de l'homme aux cheveux presque parfaitement blancs. Ses yeux affûtés me percèrent la chair. Son regard était semblable à celui d'un oiseau de proie, prêt à bondir sur le lapin mal avisé que j'étais. « Il a l'air un peu vieux. Ton âge et ton nom, Béjaune ?» m'apostropha l'homme, sèchement. « 12 ans, et je m'appelle Maeve, monsieur, » répondis-je. Il acquiesça en signe d'approbation et se tourna pour observer derrière lui. Là, 5 enfants d'un peu plus d'une dizaine d'années se tenaient debout, une petite lame d'entraînement à la main. Puis il lança de nouveau son regard sur moi, par-dessus son épaule. « Eh bien, rejoins-les » lança-t-il à mon adresse. Je balayai de mes yeux chaque enfant, et tous tenaient une petite épée, grossièrement forgée et émoussée. Sur ma gauche, un coffret était ouvert, et je m'en approchai. À l'intérieur, empilées les unes sur les autres, se trouvaient des lames d'entraînement. J'en empoignai une et allai me placer au bout de la colonne. Il observa ma main et fit la grimace. Je pris quelques instants pour détailler l'instructeur. Ses vêtements amples semblaient cacher un corps svelte, cependant musculeux. Ses longs cheveux blancs étaient arrangés en queue de guerrier, et son visage respirait la fierté. Dorénavant, tu n'auras plus le droit de parler à qui que ce soit, hormis les autres Béjaunes, et moi, votre maître d'armes. Est-ce clair ?
Très clair, monsieur, répondis-je, à grand renfort d'acquiescement. Il hocha sèchement la tête et reprit. Observe les autres baies jaunes et reproduis leurs mouvements. D'un signe de tête, il leur indiqua de poursuivre l'entraînement, et les épées se mirent à danser dans l'air. Le mouvement paraissait simple, mais la posture était complexe. Je devais les observer attentivement afin d'être capable de créer un miroir exact de leur position. Je sentais le regard de l'instructeur braqué sur moi. Ma sinistralité m'avait valu bien des remarques de la part de Dahl. Cela, j'en avais l'habitude, mais je sentais cette fois qu'il me fallait montrer ma valeur et ma versatilité. Je me lançai et exécutai le mouvement, le répétant encore et encore. L'instructeur alla se placer non loin et me lança un regard oblique. « Stop !» lança-t-il, sèchement, après m'avoir observé quelques instants. Nous nous arrêtâmes en plein mouvement et il s'approcha. Je le regardais se poster devant moi, à court de souffle, et je sentais qu'il allait me reprocher l'usage de ma main gauche. La gaucherie n'est pas un problème, pensa-t-il à voix haute, comme pour me rassurer. T'es-tu déjà fait briser les côtes, baie jaune ? Je restai quelques instants silencieux et observai le bâton qu'il tenait sous son aisselle gauche. Je ne comprenais pas cette question, mais décidai néanmoins d'y répondre. « Oui, je crois. »« Tu crois ?» demanda-t-il sur le ton de la réprimande. « J'en suis sûr, » repris-je sur un ton plus assuré cette fois. Il afficha un rictus de satisfaction avant de poursuivre. « Eh bien, ça se voit. Enlève ces haillons et remplis tes poumons. » J'obtempérai, enlevai ma tunique et pris de longues inspirations. Ta respiration est saccadée. Tu ne remplis pas complètement tes poumons et tu n'utilises pas ton ventre. Il illustra ses paroles en me touchant la panse de sa canne. Toi, baie jaune, montre-lui ta respiration, poursuivit-il, en pointant cette fois à mon voisin. L'enfant acquiesça stoïquement, puis enleva sa chemise d'un noir parfait et se mit à respirer. Son ventre gonfla comme celui de la femme enceinte, puis retrouva sa finesse au moment où l'enfant vida ses poumons. Tu vas t'entraîner jusqu'à ce que ta respiration ressemble à cela. Et là seulement, tu reprendras le vol du dragon, annonça-t-il, sèchement. Bien, monsieur, répondis-je. L'art du dragon n'est pas qu'un nom pimpant. Pareil au dragon, il vous faudra utiliser tout votre environnement et tout votre corps pour le manier. La vouivre vole, plonge, mord et griffe. Vous apprendrez tous à en faire de même ici, poursuivit-il. Il tourna les talons avant de se replacer et fit signe aux enfants de reprendre. Un intense sentiment de solitude m'étreignit le cœur. Une part de moi comprenait les raisons à ce traitement, mais une autre, plus craintive, y voyait un mauvais traitement. Ma vie d'esclave m'avait rendu prompt à trouver l'affront là où il ne se trouvait pourtant pas. Changer sa méthode de respiration n'était pas chose simple, et tandis que j'actionnais les muscles entre mes côtes afin de moduler mon souffle, une sensation d'étirement me tirailla les poumons. Mes yeux voyagèrent sur l'ensemble des enfants et tous paraissaient être convenablement nourris. Une grande partie de mes camarades étaient au risque, mais j'y avais aussi quelques Oldiens. La différence entre les deux n'était pas flagrante, mais elle était cependant notable. Les Oldiens étaient clairs de peau, de cheveux et des yeux, quand les Rorisques, eux, arboraient un poil plus sombre. Tandis que j'exerçais ma respiration, mon regard balayait le Greenland. D'ici, la forêt paraissait interminable et s'étendait à l'est ainsi qu'à l'ouest. La flèche d'Issar était visible, en dépit de la distance nous séparant de Magna, la capitale d'Oldarion. Le temps s'écoula lentement, tandis que mon corps s'habituait à cette respiration. Après quelques heures, le maître d'armes m'autorisa à participer de nouveau aux entraînements physiques. J'avais toujours désiré connaître le poids d'une lame, et cet entraînement allait le graver dans mes os, mes muscles
et mon esprit. Les minutes se changèrent en heures. La fatigue commença à gagner chacun des muscles de mon corps déjà endoloris. Lorsque l'un de nos camarades abandonnait, les apprentis échangeaient de brefs regards victorieux. Ce qui m'avait semblé être un entraînement était en réalité une compétition des plus sauvages. Celui qui lâcherait son épée en dernier serait le vainqueur absolu parmi nous. J'étais non seulement étonné par la difficulté de l'entraînement, mais aussi par l'endurance de mes camarades. J'avais dépassé depuis longtemps le niveau de la simple exténuation. Et lorsque j'observais autour de moi, il me semblait que j'étais le seul à souffrir. J'étais à bout de souffle. Ce n'était que par ma seule volonté que la petite lame tenait encore entre mes doigts. Je sentis la poignée devenir glissante. La douleur dans le creux de mes paumes était de plus en plus cuisante. Alors que je tourbillonnais, la roche à mes pieds se teinta de rouge et une odeur féreuse monta jusqu'à mon nez. Les blessures dans mes pognes devaient s'être ouvertes de nouveau avec l'effort, et la sueur rendait douloureuse la plaie sur mon visage. Cependant, une pensée ne cessait de faire surface dans mon esprit. Le défrichage était bien pire. Il s'agissait de l'écho de ma propre voix, rythmé par les battements sourds de mon cœur et les raclements laborieux de ma respiration. J'avais la forte impression que ma mort était imminente. Le monde se mit à tourner autour de moi, et bientôt, il me sembla qu'il eut tant diminué que mes mains douloureuses en constituèrent la plus grande partie. Une pièce d'une taille ridicule, sans fenêtre et sans porte, fermée sur ma douleur. J'étais dans une caisse de résonance où chaque tiraillement semblait se répercuter autour de moi et revenir dans ma chair. J'étais terrifié à l'idée de mourir, et plus encore de ne jamais revoir la femme elfe. Comme les eaux d'un fleuve déchaîné, la peur m'engloutit et m'emmena loin, vers une nuit sans étoiles et sans lune. C'était la dernière fois que tu la voyais de ton vivant. Telle fut la mise en garde que me formula mon cœur. L'air froid de la montagne laissa place à la chaleur d'une couche, et l'odeur de linge propre imprégna mon nez. J'étais entre rêve et réalité, mais elle n'était pas là. J'aurais dû m'estimer heureux de mon sort, mais l'addiction était plus forte que tout. J'étais obsédé par son image, par sa voix. J'étais perdu et désespéré sans elle. Si à ce moment, quelqu'un m'avait dit que je ne la reverrais plus jamais, j'aurais sauté de la falaise sans y réfléchir à deux fois. C'était l'espoir qui me maintenait en vie à ce moment, et rien d'autre. L'espoir de vivre de meilleurs jours, l'espoir de la revoir, ne serait-ce qu'une fois. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, je vous en remercie. Mes contributeurs ont accès à davantage de vidéos sur ma page Patreon. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous tous.